personnes qui... Je vais en prendre un deuxième, ouais, pour... Et puis, je sais plus les micros qui fait passer dans la salle après. Je ne sais pas du tout. Bon. En tout cas, j'entends vous autres là. Ok, ça marche. Ok, bon. Alors, les intervenants, ça va être dans toute la salle. Et alors, moi, je vais me mettre plein centre. Au mieux. Dans l'arène. Sinon, je vais le faire, hein. On commence dans 1 minute. On attendait Guillaume Duval pour commencer. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au prieuré de la Charité-sur-Loire pour cette 3e édition du Festival des idées. Plénière un petit peu spéciale puisque on a quelques invités avec nous, je les présenterai. Et puis surtout, l'enjeu de ce soir, c'est de discuter tous ensemble, de faire un petit peu le point, une grande discussion collective sur la France des Gilets jaunes 2 ans après. Je vais tout de suite passer un micro à Christian Paul, qui, avec Guillaume Duval, a eu cette idée folle et surtout un peu saugrenue. Vous avez souhaité, alors qu'on s'attendrait plutôt à regarder devant 2022, commencer ce 3e festival en regardant derrière, 2 ans après. Pourquoi ? Cette question, malgré les apparences, est d'une simplicité enfantine. C'est que si on veut sérieusement préparer 2022, il ne faut pas une seule seconde oublier ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. À quoi il répond, ce qu'il défendait, et peut-être aussi la façon dont il a été peu ou mal compris, y compris au sein même de la gauche. Donc préparer 2022, c'est aussi, peut-être même d'abord, comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans. Quelle était la France il y a 2 ans et pourquoi ce mouvement ? Et si on voulait même user encore un instant du rétroviseur, préparer 2022, c'est s'interroger aussi très sérieusement sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. On en a parlé, Guillaume en a parlé tout à l'heure, et on en a parlé aussi avec le débat, dans le débat précédent. Il y a 2 semaines, il y a eu dans ce pays un effondrement démocratique sans précédent, avec 2/3 d'électeurs qui ne sont pas allés voter et la très grande majorité de la jeunesse. Et donc, il faut être capable de se poser ces questions. Et c'est pour ça que ce soir, on va revenir, non pas sur le passé, mais sur l'actualité brûlante du mouvement des Gilets jaunes, de ce qu'il a porté, de ce qu'il a signifié. Et si ça peut nous aider à y voir plus clair pour l'année prochaine, pas seulement nous, mais aussi l'ensemble des forces politiques, des citoyens engagés, tous ceux qui sont convaincus que l'année qui vient, ce n'est pas une défaite annoncée, même s'il y a beaucoup d'ingrédients qui pourraient nous le faire penser. Donc on n'est pas ici au Festival des idées dans cet esprit. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller chercher un bout de vérité collective dans ce moment des Gilets jaunes pour mieux préparer 2022. Bon Merci débat. beaucoup. Alors, pour préparer ce débat et pour lancer la discussion, on vous propose de découvrir en quasi-exclusivité, parce qu'il doit y avoir 150-200 personnes dans le pays qui ont pu le voir, un film qui avait été réalisé en plein cœur de la crise, à la demande de la Commission nationale du débat public, et qui a été mis de côté par le gouvernement. À l'époque, la Commission nationale, vous vous souvenez, en décembre 2018,
le gouvernement et le président de la République Emmanuel Macron écrit une lettre aux Français en leur disant voilà les 4 sujets dont je vous propose de débattre. Et la Commission nationale du débat public se tourne vers nous, donc nous c'est l'agence grand public, et nous dit on voudrait écrire la lettre des Français aux Français. Et il se trouve qu'on nous a dit que vous étiez capable à peu près d'arriver à faire quelque chose qui tienne debout. Donc un peu en urgence, on est allé sur les routes de France, on a rencontré plusieurs centaines et centaines de personnes, et en 2 jours, les 10 et 11 janvier 2019, les journalistes de l'agence ont interrogé 211 Français en leur posant des questions très simples, vous les verrez à l'écran, et je vous propose tout de suite de découvrir ceux qui nous avaient répondu à ce moment-là sur la crise, sur le débat, sur la France, et d'enchaîner directement derrière, ensemble, en discutant collectivement de qu'est-ce que ce qu'ils nous avaient dit nous dit toujours aujourd'hui. Espérons que ce sera le grand débat national, que tout le monde participera. Malheureusement, il y en a toujours qui ne veulent pas participer. C'est partout, on vous se met derrière et puis devant on ne dit rien. Mais j'espère que ça réussira. C'est une chance pour nous, Français, d'avoir la possibilité d'exprimer par ce débat toutes nos idées et les revendications de tout le monde. Et je pense que le gouvernement, pour lui, c'est également une chance de pouvoir entendre plus précisément la voix du peuple. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de parler. Pourtant, j'ai mes idées. Donc, si on me donne l'occasion, je le dis. Si on donne la chance à tout le monde de dire ce qu'on pense, je pense qu'on peut aboutir à quelque chose de concret. Je pense qu'un débat, c'est bien déjà, parce qu'on a besoin de débattre. Les personnes qui prennent les décisions n'ont pas forcément le recul de la population. Une mère au foyer ou une personne qui se lève tous les jours à 6h et puis qui finit à 23h pour pouvoir nourrir sa famille n'aura pas le même recul, la même vision de la vie que le chef d'État. Jusqu'à maintenant, on ne venait pas forcément nous voir, nous demander ce qu'on pense de telle chose ou de telles idées ou de telle loi ou... On nous l'imposait. Ce grand débat permettra aux Français déjà d'avoir la parole, de dire un peu ce qu'ils pensent, d'être peut-être enfin écoutés. Le grand débat m'inspire pas grand-chose, je vous le cache pas. Moi, je suis vraiment à fond avec donc le fameux mouvement des Gilets jaunes parce que en tant que citoyenne, je les soutiens à 2000%. C'est fait pour se réunir et j'ai envie de vous dire pour parler de quoi, pour aboutir à quoi. Je suis pessimiste, je pense que c'est comme les élections, c'est comme tout, c'est un leurre en fait. On veut calmer un peu les gens en leur donnant la parole, mais en fait, après derrière, on les écoute pas, on fait ce qui est décidé à Bruxelles ou dans les ministères. La population, on la met de côté, voilà. J'ai envie de dire, pourquoi faire ce débat alors qu'on a élu un président ? Il avait un programme dès le départ, on a tous adhéré, on l'a élu il y a un petit peu plus d'1 an. Si on décide de prendre une direction, un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Donc laissons-le faire pendant 5 ans. Après, je serais ravie d'aller parler, d'aller donner mon point de vue et d'aller écouter surtout aussi celui des autres. Malheureusement, je n'attends pas grand-chose de ce débat. Ce que j'ai peur, c'est que le débat soit confisqué et qu'on n'aille pas au bout de ce débat. Je suis désolé, il n'y a aucun tabou, aucun sujet interdit pour moi. Et si on veut aller au bout de la grande consultation nationale, il faut que tous les sujets soient mis sur la table et qu'on parle de tous les sujets. Je crois à l'utilité d'un débat national. Pourquoi ? Parce que, la démocratie, si vous voulez, ça ne se résume pas à un vote. C'est pas possible. Le vote, c'est la sanction du débat. Dans les partis politiques, même dans les syndicats, dans les communes, etc., il n'y a pas de débat. Un grand débat comme celui-ci est intéressant pour revivifier un peu la démocratie à différents niveaux. Pour moi, le grand débat national, c'est vraiment une chance pour tout le monde de s'exprimer et de faire porter en fait le mal-être des gens
qui dure depuis des décennies. Enfin pouvoir avoir du changement, mais avec la voix des gens, du peuple français, plutôt que des technocrates parisiens. J'espère que ça ne sera pas un débat qui tourne à la cacophonie. Ça ne pourra marcher que si les personnes en charge des débats et si les gens qui débattent acceptent de se dire à un moment « Ok, mon problème personnel, je l'ai évoqué » ou « Le problème personnel des autres, je l'ai entendu » et maintenant, essayons de travailler sur une solution pour tous. C'est important de remettre les choses au clair, que celui qui représente l'État, donc celui qui représente le peuple, donc Macron, soit en accord avec le peuple. S'il y a des désaccords entre le peuple et le président, bah, c'est difficile pour le pays. Il y a une phrase qui me vient en tête, c'est le peuple s'intéresse à la politique quand la politique vient à lui. Si on veut sortir de l'impasse, si c'en est une, on a besoin d'un projet fédérateur et qui fasse rêver aussi les générations futures. Et donc, je sais pas, fédérer, à mon sens, une France qui l'est peut-être plus trop. Pour moi, le message, c'est un ras-le-bol général du peuple français en général. Il n'y a pas que les travailleurs, il y a les retraités, il y a ceux qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail. Un ras-le-bol envers l'État en lui-même, parce que c'est l'État qui nous impose des taxes. C'est ça qui a fait que les gens s'énervent, c'est pour ça qu'il y a de la violence. Je trouve ça dommage, parce qu'on ne devrait pas en arriver à là pour s'en sortir. Les Gilets jaunes, ils sont là pour... C'est une petite révolution. Je retiens qu'ils sont en train de se débattre, tous, pour que notre vie soit meilleure. Je pense que c'est ça, parce que de les entendre parler, ils parlent des retraités, ils parlent des handicapés, ils parlent de l'avenir. Ce qui est exprimé de mon point de vue, c'est un vrai ras-le-bol, une rage, il y a énormément de rage. Et c'est aussi une prise de conscience de beaucoup de gens qu'ils peuvent faire quelque chose pour leurs droits. Et ils ont trouvé des moyens d'action qui parlent et qui ont un sens et qui ont un impact. Enfin, les choses bougent, quoi, en fait. Enfin, ça va avancer. Ça m'inspire que du bon dans l'idée. Quand ça a démarré, le président, il était loin et il a mis beaucoup de temps, je trouve, à répondre. Donc après, il ne faut pas s'étonner que ça ait pris une ampleur pareille. C'est comme si on continue à regarder le match alors qu'en fait, il y a le feu dans la cuisine. En fait. La cocotte, elle brûle et on continue à regarder le match. Il n'y a rien qui nous inquiète que ça. C'est pas ce qu'il fallait faire. Quand il y a le feu, on l'éteint. C'est une rébellion des citoyens au gouvernement. Moi, par exemple, j'ai 2 travails pour subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Parce que j'ai envie de faire plaisir à mes enfants. J'ai pas envie de me dire, voilà, on va dans un magasin. Non, maman, elle pourra pas. Si maman, elle travaille pour, et même si elle passe un peu moins de temps avec toi, mais au moins, elle peut faire un peu plus plaisir. Ah, je comprends d'autant plus les gilets jaunes, ça, c'est sûr. À 4000% même, je peux vous le dire. Ils veulent améliorer le niveau de vie, c'est tout. C'est des gens comme moi qui veulent s'en sortir. Quand on arrive au fin du mois et qu'on n'arrive pas à joindre les 2 bouts, ou qu'on est à découvert à la banque, ou qu'on a un prêt qu'on n'arrive pas à rembourser, on est entre deux, nous, on n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on est la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui souffre le plus. Parce qu'on n'a pas d'aide, parce qu'on travaille, et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est le peuple qui se réveille contre la modernité, contre l'informatique, contre la robotisation, contre les finances planétaires qui dominent l'humanité. Et le peuple se réveille. J'analyse cela comme la lumière de la France pour éclairer le monde. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le ras-le-bol de toute la France, mais il est exprimé d'une certaine manière. Il y en a qui sont toujours aussi pacifiques et d'autres qui se radicalisent. On a tous vu les images avec l'avenue des Champs-Élysées en flammes. Ça m'a choqué, parce qu'on est en France, on est un pays civilisé. En théorie, il ne doit pas avoir des voitures en flammes dans la capitale. Les Gilets jaunes, ils en avaient un ras-le-bol de tout qui augmente, ok, mais après, bloquer certaines personnes qui travaillent, moi je trouve pas ça super cool, quoi. S'ils veulent vraiment bloquer, autant qu'ils aillent directement à Paris, là-bas, s'ils veulent bloquer. Ici, bloquer les ronds-points, tout ça, empêcher les gens de travailler, moi je trouve pas ça cool. Le message, je pense que c'est la France qu'on appelle périphérique, qui a énormément souffert. La France dans laquelle il n'y a plus d'industrie, les petites villes, les villes moyennes dans lesquelles le cœur de la ville n'existe plus
Donc le rond-point, c'est la place du village. C'est la nouvelle place du village où les gens vont discuter parce qu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus rien dans cette... Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de richesse et il n'y avait plus de solidarité. Ce malaise social, c'est l'expression d'un dysfonctionnement de notre système économique et finalement, si on continue à réfléchir, notre système capitaliste dans lequel on vit. Le fait que toutes ces personnes expriment tellement leur malaise, c'est qu'il y a des laissés pour compte, c'est que ce système ne fonctionne pas. Quand on les écoute, on voit bien qu'il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de perspective, il n'y a plus d'espoir. Le Français ne voulait plus continuer avec le Parti socialiste ou le parti de droite. Ils voulaient sentir vraiment un changement d'un pays, de la France, de leur vie. Ils ont vu Emmanuel Macron, donc c'est quelqu'un de nouveau, c'est un parti qui a jamais existé. Les Français pensaient qu'il y avait une certaine énergie, une certaine forme de changer vraiment la forme de gouverner la France. Et donc, au bout d'un an et demi, donc ils ont compris que c'était pas vraiment ce qu'ils attendaient. Et donc, c'est pour ça que ça a éclaté de cette façon. C'est un ras-le-bol général pour moi. Et c'est pas un ras-le-bol qui est là depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec l'enchaînement des quinquennats de présidents. Je pense à François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et même François Mitterrand. Les Français ne se retrouvent plus dans la politique menée en France. Emmanuel Macron qui essaie de réformer le pays comme il le peut et veut aller trop vite pour moi dans l'avancée sociale et économique. Et donc les Français, ils s'y perdent, ne veulent pas un changement radical mais un changement progressif pour moi. Donc le changement radical n'a pas plu aux Français. Et pour moi, la stratégie politique d'Emmanuel Macron n'est pas la bonne. Ces personnes qui se retrouvent dans des ronds-points, dans des manifestations, ils se sentent revivre, retrouver une identité. Ils ont l'impression d'exister. C'est vraiment pour une fois dans leur vie, quelque chose qui les touche. Toutes les autres revendications, c'est pas ça là. L'important, c'est d'exister. On voit bien, les Gilets jaunes, ils sont heureux actuellement. Ça va pas durer, parce que de la violence va venir. Il y a déjà eu beaucoup de violence, ça va revenir. Mais ils sont heureux d'être ensemble, au coude à coude, et de s'entraider. Mais cette énergie-là, on en a besoin pour le changement. Moi, j'ai toujours pensé que la France était un pays qui rayonnait au niveau international. Donc, ce niveau-là, moi, j'ai vraiment pas peur. On est une patrie qui a un pouvoir, qui se fait entendre au niveau international. On a de bonnes industries, aéronautiques, armement. On peut s'en sortir. Ce côté-là, on est vraiment très, très bon. Après, l'avenir des Français, comme moi, par exemple, je suis juste une simple serveuse, ça va de quoi, mon avenir? Moi, j'ai l'image quand même de la France d'un pays fort économiquement, que ce soit sur le plan industriel, que ce soit sur le plan des services, sur le plan même de la santé. C'est un pays qui est extraordinaire, la France. On se plaint, mais on ne se rend pas compte de la chance que l'on a de vivre en France, que l'on soit soigné quasiment gratuitement. La France, je pense que c'est un pays solide, qui a les reins solides, et qui s'en remettra. La France devait s'appuyer sur les piliers qu'elle avait déjà mis, la démocratie, la liberté d'expression, d'autres libertés, pour maintenir sa place aujourd'hui dans le monde. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, quand on parle d'un Français, quand on parle de la France, on voit tout ça, on se dit, c'est un pays merveilleux, il y a la démocratie. Actuellement, on a une perte de sens, une perte de valeur. Et ce qui me semble important pour la France, c'est de se recentrer sur les justes valeurs sur lesquelles notre société s'est fondée. Pour moi, le mot qui serait le plus important, c'est surtout l'équité. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, vu, regardé et envié par beaucoup de pays. De nos jours, cette envie de la France est peut-être diminuée. Moi, quand j'entends qu'on vend des aéroports français, quand j'entends qu'on vend des sociétés qui sont françaises et qui ont un savoir-faire, c'est un petit peu comme si on vendait une part de soi-même. C'est se séparer un petit peu d'une partie de son pays, quoi. La France, normalement, c'est un pays c'est un pays glorieux.
qui a quand même son histoire et qui a fait son histoire. Moi, quand j'entends, je suis française, mais j'ai des origines. Et j'entendais que la France était un grand pays. C'est un grand pays, mais il faut le préserver, le grand pays. La compétition est là. La France voit tous les autres pays tout autour de lui qui ont envie de bouger. Elle aussi, elle va bouger. Ça, c'est clair. Une bonne partie des meilleures écoles du monde se trouvent en France. Les meilleures universités, voilà, les meilleures écoles de commerce. Voilà, la France en a. Il faut donner plus de chance aux jeunes. Tous les projets venant de la jeunesse, il faut les financer à coût des milliards. Il ne faut plus les laisser partir aux États-Unis où le financement est très facile. Je vois la France en chute libre tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de faire les choses mieux, mais qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que les étudiants, justement, vont arrêter les études pour travailler, pour pouvoir payer leur loyer. Donc si on ne peut pas étudier, on n'a pas forcément les diplômes et du coup, on ne peut pas faire les métiers de demain, en fait. Si on ne peut pas faire les métiers de demain, tout est fichu. Parce que 40% des métiers d'aujourd'hui, c'est des métiers qui n'existeront pas demain et 40% des métiers qui seront là demain, et c'est des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Comment voulez-vous que la France s'améliore? On risque de se retrouver avec un pays à deux niveaux, avec les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, voilà, et on peut connaître ça sur un système américain, un système où la finance compte uniquement. Le modèle français, mais qui reste, jusqu'à présent, le social était quand même quelque chose d'important. On avait des protections, on voit que tout passe dans le privé, le service public se rétrécit de plus en plus, et on ne sait pas où ça va nous mener. Je suis content d'être en France. Je paye et tout, mais aussi en même temps, à côté de ça, j'ai pas besoin de sortir de sous pour aller au docteur, j'ai pas besoin de sortir de sous pour aller chercher des lunettes. Demain, s'il n'y a plus tout ça, on fait comment? Toutes les sociétés vont devenir privées, et du coup, c'est embêtant pour la police, par exemple, si ça devient privé, non, ça va pas être possible. Les médecins ou la médecine, les professeurs, institutrices, non, il faut que ça reste au service de l'État. Un enjeu important, c'est le modèle social de notre pays. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Il faut, à mon avis, profiter de cette occasion, qui est une chance, comme l'a dit le président de la République, là je pense que là-dessus il a raison, pour tout remettre à plat. Ok, on veut moins d'impôts, mais en face, qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on supprime? Est-ce que c'est l'éducation, qui aujourd'hui est gratuite, qu'on remet en question? Est-ce que c'est la santé, qui aujourd'hui est gratuite, qu'on individualise? C'est ces questions-là qu'il faut poser. Combien de fois on a pu entendre que la France était un modèle, que ce soit par son service public, que ce soit par sa justice, que ce soit par sa police, par ses services d'incendie et de secours, par son hôpital, par ses ingénieurs dans toute l'industrie. On doit s'enorgueillir du système français. Et on doit peut-être le réorganiser. Peut-être également le simplifier dans certains domaines, mais ne pas l'abandonner. La vision de l'avenir de ce pays, en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser global, et je ne peux pas m'empêcher de penser premièrement à la crise écologique qu'on rencontre, donc perte de la biodiversité et réchauffement climatique, et que je mets également en lien avec la dépendance complète de notre société au pétrole. On ne peut pas vivre dans un monde avec un modèle économique basé sur une croissance infinie alors que les planètes ont des ressources limitées. La question écologique, c'est une question centrale, et pourtant, on a l'impression que rien n'avance. On veut bien faire le tri des déchets, on veut bien mettre des ampoules à basse consommation, on veut bien se mettre à rouler en vélo quand on peut, mais il y a aussi une énorme part de responsabilité des dirigeants et des gros lobbies aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, qui tirent aussi beaucoup les ficelles du pouvoir. Mondialement, on est plutôt parti vers du nationalisme ou du protectionnisme que vers de la fraternité mondiale. C'est pas la France qui va changer l'ordre du monde, quoi. C'est soit on s'y met tous ensemble, soit c'est pas nous, petits Français, qui allons changer la manière de fonctionner du monde. De toute façon, quel que soit l'enjeu mis en avant, ce sera forcément bloqué, parce que les Français n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de décider. Le pouvoir, il est plus à l'Élysée. Il est peut-être à Bruxelles. Probablement. Il est peut-être dans le siège des grandes entreprises, mais il n'est certainement pas dans les mains des Français, ça c'est sûr. On est entre un monsieur Poutine et un monsieur Trump qui sont très copains. On a en plus les Chinois, les Coréens. Pour que la France puisse avancer, il faut qu'elle soit aidée avec les autres pays européens. Mais je trouve que l'Europe n'est pas réalisée comme vraiment on l'entendait tous. L'Europe devrait être unie et je trouve qu'on n'est pas unis.
Je ne me fais pas de soucis pour la France. On est la 5e puissance depuis des dizaines d'années. On est un ancien empire. Je ne me fais pas de soucis. On a les richesses. Enfin, les richesses, on n'a pas la matière première, mais ça va. On a de l'argent, on a des cerveaux, on s'en sort. L'enjeu, pour moi, c'est la cohésion sociale. Et en Europe, pareil. C'est le manque de cohésion sociale, c'est le manque d'un peu d'unité, de se sentir tous ensemble. L'avenir de la France, aujourd'hui, il va dépendre de ce que font les politiques et de ce que fait l'État. Face à cette voix citoyenne qui s'est levée, soit il y a une écoute et il y a une vraie réelle mise en accord entre l'État et le peuple, soit ça continue d'être discordant et on va droit vers une révolution. Les solutions qu'on pourrait peut-être envisager, c'est plus de transparence au niveau politique, au niveau des finances de l'État et justement, si ce grand débat sert à quelque chose, continuer sur des optiques comme ça où on demande au peuple qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux. Ça devient invivable de vivre tous les jours, d'aller se me lever le matin, d'aller au boulot, de rentrer le soir crevé et de faire que payer ses factures et se retrouver au milieu du mois avec le compte à zéro. Ça fait 40 ans qu'on a un mode de fonctionnement avec des taux d'imposition, avec des prélèvements sociaux de tous les côtés. Et à chaque fois qu'on a un homme politique qui arrive, il propose des petites évolutions, des petits changements à droite et à gauche. Mais concrètement, on reste toujours avec ce même fonctionnement. Actuellement, la mère de toutes les batailles, c'est le logement. Il me semble qu'en Allemagne, par exemple, les logements sont un tiers moins chers qu'en France, au moins. Ce qui fait que le reste à vivre pour les gens est plus important, par définition. Et donc, il ne faut pas se fier uniquement qu'à ce qu'on gagne. Il faut regarder ce qui nous reste quand on a payé le téléphone, le loyer, l'eau, le gaz et toutes les charges. Il y a quand même énormément d'argent qui est collecté. Les collectivités n'ont plus d'argent, l'État est surendetté, donc on ne sait pas où passe cet argent. Et en tout cas, il n'est pas redistribué de manière efficace et équitable. Tant que les gens n'auront pas d'emploi, on peut toujours parler de réduction d'inégalités, de partage de richesses, tout ce que l'on veut. La première des richesses à partager, c'est l'emploi. Attirer des investisseurs, à attirer des activités et à faire qu'elles se développent et donnent donc du travail aux gens qui sont dans le bassin. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait de moins en moins de chômage, mais on pousse à ce qu'il y ait de plus en plus de chômeurs. En gros, en donnant beaucoup trop comme revenus aux chômeurs, et il y en a qui en profitent par rapport à ça. C'est pas qu'une question de peu de travail, c'est le peu d'envie aussi des gens parce qu'ils ont trop à côté, quoi. Il faut qu'on ait notre chance, il faut qu'on trouve du travail parce que moi j'en peux plus d'être dans cette situation. J'ai pas de salaire, heureusement qu'il y a mon père qui m'aide parce que sinon je serais à la rue, quoi. Et j'en peux plus, j'ai envie de trouver du travail, j'ai envie de bosser, mais personne ne me veut. Donc, je me sens un peu rejeté de la société, au fond. Je me dis, moi, je suis là, mais sans être là, je ne sers à rien, en fait, au final. L'enjeu le plus important, ça doit être l'économie puis l'écologie. Mais l'écologie est quand même très important. Par exemple, si on compare à l'Allemagne, il y a des villes qui fonctionnent qu'à l'énergie propre, alors que nous, pas du tout. Si on réduit, par exemple, à 50% l'uranium, ça peut le faire, mais pas couper d'un coup, c'est pas possible, c'est 70% de notre électricité, l'uranium. Si on arrête, on va devoir acheter l'électricité à l'étranger, et c'est pas possible, ça. Pour moi, l'enjeu le plus important, c'est l'écologie, parce que c'est la base de tout, et que tout ce qui doit être concerné, tous les gens qui ont des entreprises aujourd'hui doivent être sensibilisés à ça. Après, je sais qu'il y a les lobbies et qu'il y a les pétroliers qui sont bien plus puissants, mais c'est même pas là qu'on devrait en être aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait à rouler naturel, rouler zéro déchet. Dès qu'on parle de l'immigration, on est très vite traité de raciste ou on vote RN ou FN, enfin bref, on va faire venir des gens d'autres pays qui ont une autre culture, une autre religion, qui ont une autre langue, et plus ça va causer des soucis parce qu'il faut que ces gens ils s'intègrent, il faut qu'on les intègre. On ne peut pas nourrir toute la planète de tous les pays en guerre,
qu'on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, qu'on est un pays en crise et qu'il y a un moment, il va falloir être ferme et dire stop. La question décisive qu'il faudrait aborder, pour moi, c'est les immigrés. Honnêtement, je le vois comme un sujet tabou. Dès qu'on en parle, c'est oh mon Dieu, c'est compliqué, il ne faut pas en parler, parce que c'est un sujet à conflit. Mais moi, je pense qu'il faudrait le dire haut et fort. Que immigrée, alors ma mère, honnêtement, vous croyez que ma mère, elle est née en France, qu'elle a grandi en France? Non. Et justement, ma mère, elle a eu les moyens et elle a eu la chance d'avoir eu des aides des Français, des cours de français, etc. Et aujourd'hui, ma mère, elle gagne bien sa vie. Et puis, ma mère, elle paye ses impôts, elle donne à des associations. Elle remercie la France. Partout dans les grandes villes, il y a le centre qui est très attractif, donc qui est plus cher, beaucoup plus cher. Et alors après, il y a la périphérie où là, du coup, les gens ils veulent être près du centre, mais en payant moins cher. La périphérie, c'est un quartier un peu mort. Il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, on fait rien là-bas. C'est un peu laissé à l'abandon. Une poste ouverte plus de 2 heures la semaine, c'est pas mal, c'est pratique. Une école à proximité, pas des groupements scolaires qui réunissent 15 communes avec des bus qui circulent entre les deux, des fois. Les examens chez un spécialiste, c'est 1h30 de route. Les maisons sont moins chères, le paysage est joli, mais ça ne suffit pas à remplacer des services publics. Ma question, c'est est-ce qu'on a le droit de vivre encore en ruralité? Les mairies et les communes, elles souffrent énormément, quoi. Elles ont moins de rentrée d'argent. Si elles ont moins de rentrée d'argent, elles ne peuvent pas entretenir leur route comme avant. On n'a pas Internet, on n'a pas la fibre optique. Je pense sincèrement qu'ils nous prennent pour des gros ploucs. On est quand même 50% de la population, c'est pas rien. Moi, personnellement, ce que je souhaiterais qu'il se passe, notamment, moi, je parle pas que de mon quartier, hein. Je parle des quartiers populaires de France, c'est qu'il y ait de la mixité sociale. C'est ça le souci. Parce qu'il y a il n'y a pas de mixité sociale, en fait. On a l'impression qu'on a une barrière entre les personnes. On se sent exclu de la société, en fait. C'est ça le truc. Si on sera tous égaux, on pourra tous réussir. Comment passer, aider nos enfants et nos ados qui vont rentrer après dans le monde du travail? Je pense que ça, ce sont des choses qui sont importantes puisque c'est eux qui vont travailler pour la France demain. Et je pense qu'il y a un flottement. On s'occupe effectivement peut-être des écoles et on s'occupe des chômeurs ou de ceux qui viennent de travailler, des retraités, etc. Mais il manque cette passerelle au centre. La finalité des jeunes qui sont en fin d'études, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à l'étranger. Je sais qu'on va parler, par exemple, de l'emploi, des retraités, de tout ça. Mais nous, malheureusement, la jeunesse, l'éducation, ça sera bâclé. Il y a les chercheurs de demain, il y a les ingénieurs, il y a les avocats, il y a les juristes de demain. Si la France, elle veut avancer, elle doit investir dans la jeunesse. Je pense que là, on va surtout parler de tout ce qui est taxe d'habitation, CSG, ISF, des orientations économiques. Mais l'orientation politique, on va l'oublier. La seule remarque qu'ils ont à faire vis-à-vis du référendum d'initiative citoyenne, c'est que les gens vont voter n'importe comment. Mais c'est ce qu'on disait déjà à l'époque des femmes quand elles ont eu le droit de vote. Pour moi, tous les citoyens ne sont pas plus bêtes que les politiciens. Et ils peuvent aussi avoir de bonnes idées. Qu'on pense ensemble, qu'on se pose ensemble pour réfléchir à un autre système de démocratie, parce que la démocratie, là, il n'y en a pas. Moi, depuis que je suis petite, je m'intéresse à la politique. Et le moment où j'ai pu voter, ça a été émouvant. Et je me suis rendu compte que ce n'est absolument pas un pouvoir. Voilà, c'est la seule chose que je peux faire, et ça, c'est pas un pouvoir. Parce que les représentants ne me représentent absolument pas, parce qu'on vote pour des gens contre des gens, parce que c'est des campagnes de com de plusieurs mois, parce que c'est plus des gens qui pensent à l'humain. Il y a des gens qui nous dirigent et qui veulent pas que ça change, et ça devient pénible. C'est des gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont indéboulonnables. Mais c'est important parce que quand vous voulez changer quelque chose et que vous êtes nommé ministre, vous êtes un élu. Mais quand vous avez une administration comme Bercy, par exemple, prenons Bercy, ils s'en fichent des élus. Les gens, ils sont là, les hauts fonctionnaires, c'est un peu eux qui décident. J'espère que ça va remonter et que ça, on va en parler un petit peu plus. La clé va se trouver dans la répartition du pouvoir politique. Il y a le pouvoir et il y a le peuple. Et le problème, il est là. Il faut que le peuple retrouve une espèce de pouvoir exécutif qui appartient actuellement qu'à une classe un peu élitiste. Et c'est ça, le gouvernement, pour moi, doit concéder des choses. Le peuple doit aussi comprendre qu'il a besoin de se faire guider et être fier en fait de pouvoir prendre des décisions globalement. Si on sort de ce qui se passe en ce moment par le haut, la France a un énorme avenir, elle a un énorme potentiel. La France, c'est le luxe, c'est ses fromages, c'est son vin, c'est son esprit d'entreprise. Le plus important pour ce pays, c'est surtout de croire en sa jeunesse et en ses citoyens. Parce que de toute façon,
que ce soit la France ou n'importe quel pays dans le monde, ce sont les citoyens qui font vivre et grandir un pays. Alors, la règle est très simple. Vous voulez parler, vous levez la main, les micros arrivent. Une deuxième règle, c'est, vu qu'il y a énormément de monde, on essaie d'être un peu concis, ramassé, efficace. Qui veut commencer? Monsieur. Alors, si vous pouvez vous lever chaque fois. Oui, bonjour. Jean-Luc, retraité. Je commencerai le débat par un slogan qui est assez ancien, qui date de mai 68, qui était en affiche. C'était « Élection piège à con ». Je lance... Juste, dans toutes les paroles qu'on vient d'entendre, laquelle vous marque le plus? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez de voir? Que le peuple n'est pas écouté n'est pas entendu par les politiques. Que bon, bah, c'est la fracture entre le peuple et le politique, quoi. Je veux dire que bon. Mais si ça dure depuis 1968, comment vous expliquez que ça dure encore? Ah bah c'est pas que ça dure, c'est que ça s'aggrave. Je veux dire que comment vous expliquez que ça s'aggrave encore? Là, par exemple, demain, on va faire les élections nationales, d'accord? Donc tout à l'heure, il y a eu un débat avec. Ils parlaient de la dire, mais il parlait de comment sortir les gauches de la situation. Pour moi, la chose est claire. Je vois qu'une solution pour sortir les gauches de la situation. C'est les gauches, ils doivent se fédérer. Fédérer autour de quoi? C'est tout simple. Hein? Quelle est la chose qui peut être porteur pour que la gauche se fédère? Eh ben, c'est liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que, attendez, j'ai pas fini. Parce qu'on va parler de la fraternité, qui est l'un des éléments le plus importants. Parce que demain, les politiques de droite vont parler sécurité. Sécurité qui s'oppose à la fraternité. Donc, sécurité contre le Covid, sécurité contre l'islam, sécurité contre le migrant. Je veux dire que s'il n'y a pas une unité autour de ce principe liberté, égalité, fraternité, ça n'arrivera à rien. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'était levée au fond, et puis à gauche. Alors, au fond, je ne sais pas... Non? Eh bien alors, monsieur. Alors moi, la parole qui m'a le plus marqué, c'était le gérant de supermarché. Il parlait du système social français, il disait que c'était génial. Et ce qui est intéressant, il exprimait la peur que ça disparaisse, que tout se privatise, et de ce risque-là. Et je crois juste après ou juste avant, il y avait une prise de parole à peu près similaire. Et je pense que c'est assez important parce qu'effectivement, on a un système social que beaucoup de peuples peuvent nous envier, même s'il n'est pas parfait, il y a encore des choses à améliorer. Mais je pense justement que, entre guillemets, le fait qu'il y ait cette peur, alors que c'est quelque chose de tabou, même chez les candidats de droite, ça montre en quelque sorte un changement de rapport justement à la politique de ce que l'on entendait en 68, des grandes mobilisations de masse. Maintenant, on est à un rapport beaucoup plus individualiste. Et je pense que, et ce qui a aussi entraîne, à mon avis, les comportements des politiques et cette distanciation entre les politiques et le peuple. Et c'est en ça que Comment vous faites le lien entre les deux? Pourquoi est-ce que ce que vous dites là, en gros, l'individualisme et l'absence d'écoute des politiques? Parce que si les gens sont individualistes, c'est un raisonnement que Tocqueville tenait, alors ils vont moins en moins se désintéresser à la politique. Donc, en quelque sorte, les dirigeants vont réagir, c'est presque physique, en écoutant moins et en juste... Parce qu'il y a
parce que justement, leur action, ce qu'ils font, en réalité, ça aura beaucoup moins d'impact sur l'opinion. Et il y aura plus ce lien de gouvernance tendue. Alors, oui, il y avait une main qui s'était levée au fond. Et alors, comme d'habitude, hein, madame. C'est pour équilibrer qu'il y ait des femmes qui prennent la parole quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Je savais que... Moi, je voulais juste réagir par rapport à la dame qui dit « mais moi, je vais voter, mais je sais que ça ne sert à rien », parce que de toute façon, avec ce qu'on a vu, on l'a de plus en plus entendu, de gens qui ne veulent pas se déplacer parce qu'ils veulent exprimer que de toute façon, le vote blanc n'étant pas pris en compte, ils ne feront pas le déplacement. Et donc, je voulais juste souligner en fait que je suis intéressée. Alors, je sais qu'il y a une des associations qui essaye d'accompagner, en tout cas, on va dire la France d'en bas, je le mets entre guillemets, pour s'engager politiquement. Et il y a quelques initiatives comme ça, justement pour essayer de faire en sorte que pour les prochaines législatives, on ait des démarches de jeunes, de moins jeunes, mais en tout cas sur la catégorie des non-cadres qui puissent s'engager. Et je pense que ça ferait un peu plus écho à ce que la dame a dit tout à l'heure dans le reportage. Merci, madame. Et puis après, monsieur. Oui, moi, ce que j'ai retenu, et ce qui m'a vraiment tiré l'oreille, au-delà des personnes, parce que je n'ai pas forcément noté les métiers des gens, j'ai entendu que les ronds-points étaient le cœur du village. Un petit peu un sentiment, plus de services, plus de vie dans les villes, plus tout ça, et que les ronds-points étaient devenus un peu le cœur du village. L'expression m'a beaucoup tiré l'oreille. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui est privatisation des services, ça a été dit un peu plus loin dans le film. Ce que j'ai aussi entendu et qui me semble il faut qu'on entende aussi, c'est que les Français attendaient une forme d'énergie du gouvernement qui venait tout neuf, des personnes neuves, un parti neuf, et que cette énergie, elle y était pas. Et que voilà, c'était quelque chose qui était important. Enfin, moi, j'ai retenu que les Français attendaient une énergie nouvelle. Et le troisième point, et j'en termine, très peu ont parlé de l'Europe, mais quelques-uns en ont parlé, un petit peu de la vision de l'Europe sociale, et je déclinerai jusqu'à une Europe politique. Voilà. Monsieur... Oui, allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, ce que j'ai retenu de nombreuses personnes qui soulignaient la fierté du modèle social français, avec beaucoup d'inquiétude sur ce qu'elle allait devenir. J'ai ressenti aussi nombreuses fois venir la question de l'emploi, ainsi que la question des revenus, c'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillaient et finalement ne tiraient pas ce qu'elles estimaient devoir vis-à-vis de ce revenu. Il y a d'autres sujets qui ont été abordés, bien entendu. Bon, on est ici dans un festival des idées. Je vais tout à l'heure distribuer un petit leaflet, c'est pleinemploi.org. C'est une proposition toute simple. C'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre hors marché une partie de la production entre toutes les entreprises, de façon à la répartir de façon strictement égalitaire en fonction du nombre d'emplois. Et ça a des incidences en emploi, en termes d'investissement et en termes de société solidaire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, je voyais devant vous, là, il y avait monsieur, et puis... Allez-y, allez-y. Bonjour, alors je m'appelle Alexandre, je suis étudiant, et je voulais revenir notamment sur ce qu'avait dit le premier monsieur, notamment sur la fracture sociale qu'il y a entre les personnes politiques et le peuple. Notamment le fait, on l'a bien vu d'ailleurs il y a 2 semaines aux dernières élections locales, le fait que les gens ont tendance à se désintéresser du politique, parce que j'ai l'impression qu'ils se sentent désabusés en fait. On regarde, en mai 68, à l'époque, les gens étaient particulièrement politisés. On le voit, ils avaient une élite politique, par exemple avec le général de Gaulle, qui avait des convictions et qui avait vraiment des choses à dire et à faire. Et le peuple répondait à ça, c'est-à-dire qu'il finalement, d'une certaine manière, l'élite politique avait le peuple qu'elle méritait, un peuple engagé politiquement. Et on l'a bien vu en mai 68, parce qu'ils ont quand même bloqué tout le pays pendant 1 mois. Aujourd'hui, même les Gilets jaunes,
ils n'ont pas fait le quart du dixième de ce qui s'était passé en mai 68. Vous trouvez que l'élite manque d'énergie, manque de vision? Manque de conviction aussi, surtout. Disons que de plus en plus, on a l'impression, et c'est l'impression que je pense que la majorité des gens ont, c'est que les élites politiques se suivent et se ressemblent. Et ça a un problème, c'est que ça décourage les gens, j'ai l'impression. On l'a vu dans le reportage, il y en a beaucoup qui sont un peu... qui n'ont plus d'illusions, qui se font plus d'illusions, et qui finalement sont découragés, comme la dame qui disait que finalement elle ne croyait même plus en les élections. Et le truc, c'est que c'est un cercle vicieux d'une certaine manière pour moi, c'est-à-dire que plus les élites politiques se désintéressaient finalement et perdaient en conviction, et plus le peuple allait voir ailleurs. Et c'est un gros problème aujourd'hui, ce que je pense, c'est que du coup, on en arrive à un point où le peuple, finalement, ne vote plus qu'à 30%. Merci. Alors, madame et monsieur. Ouais, peut-être un petit peu en opposition avec ce que vous venez de dire. Moi, je trouve que dans ce film, il y a autant d'espoir que de désespoir. Il y a beaucoup de désespoir sur des territoires où c'est pas simple de vivre, où on se sent oublié, beaucoup de désespoir par rapport à une politique qui répond pas à nos objectifs, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir parce que ce grand débat, ça aura été une grande occasion manquée, puisque visiblement les attentes qui sont présentées là n'ont pas été complètement remplies, mais en même temps, il y a une énorme attente dans ce que disent les gens, une attente par rapport à ce qu'est la France à leurs yeux, ce qu'elle doit être, le modèle social qui a été évoqué tout à l'heure, sa puissance économique, sa capacité à faire face au changement environnemental, à la question européenne. Donc je pense que, bien sûr, il y a le verre à moitié plein, tout ce qui n'est pas arrivé, tout ce que ce grand débat n'a pas permis. Et je pense qu'on le voit dans l'abstention grandissante et éclatante dernièrement. Mais il y a aussi le verre à moitié plein, c'est cette attente d'espoir et cette attente d'ambition, de projet, d'avancer. Et je crois quand même que malgré tous les aspects négatifs qu'on a vu ressortir dans les interventions, il y a aussi beaucoup d'énergie. Et juste par rapport à ce qui était dit sur la place et la solidarité sur les ronds-points et l'énergie qu'elle dégageait, s'il faut en retenir quelque chose, c'est peut-être ça. Merci. Alors, monsieur, et puis je reviens vers vous, puis après il y a madame et monsieur. Bonsoir. Le documentaire est magnifique. J'ai beaucoup apprécié le fait notamment qu'on fasse intervenir des lycéens et des collégiens. Mais comme on est dans un festival des idées, je voudrais parler de quelque chose qui a importé pour certains pendant le mouvement des Gilets jaunes et que je n'ai pas vu dans le documentaire, c'est la question du handicap. Moi j'ai un ami qui s'appelle Arbi, qui vit à Bobigny et qui est sourd. Et un jour, Arbi a débarqué chez moi avec un gilet jaune et il m'a dit « j'y vais ». J'ai dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» Il m'a dit « j'y vais parce que c'est la manif des laissés pour compte ». Alors tout ça en langue des signes, c'est assez improbable. À plusieurs reprises, ils sont allés sur les Champs-Élysées avec des panneaux. Ils ont réussi à troller BFM TV avec des pancartes marquées « sourds » et « gilets jaunes ». C'était assez impressionnant. Je pense que la gauche a loupé le coche en 2017 sur la question du handicap, que ce soit du handicap moteur, que ce soit la question des sourds et malentendants, ou même du handicap psychique et mental. Donc là, il y a beaucoup de travail pour 2022. Juste, je profite du fait que vous avez pointé au tout début le fait qu'il y avait beaucoup de collégiens, de lycéens. Le fait d'entendre leurs paroles, de votre point de vue, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change dans le débat? Moi, j'étais prof pendant le mouvement des Gilets jaunes et on l'oublie, mais les élèves ont fait le blocus à l'époque où il y avait les Gilets jaunes contre la réforme Blanquer. Et la réponse du gouvernement, ça a été d'envoyer la police et les CRS. J'ai 3 élèves qui ont terminé à l'hôpital, 6 au commissariat en garde à vue pendant 24 heures et une de mes CPE a pris une balle de flashball dans le ventre. Alors, je ne sais plus où est le micro, madame. Ah, monsieur, pardon. On m'a toujours dit que les noirs dans les noirs, ça ne se voyait pas. Je rigole. Moi, j'ai été, en suivant la vidéo,
interpellé par la dame qui a parlé de l'immigration. Elle a porté une conclusion beaucoup plus hâtive et voilà. Et j'aimerais dire quelque chose. Surtout parce que j'étais gilet jaune, bon, après... et que pendant même les grands débats, la thématique liée à l'immigration a été complètement oubliée. Pourtant, même à gauche où je milite, on fait semblant de ne pas en parler. Pourtant, aujourd'hui, des fois, il faut être sincère et justifier le fait que l'extrême droite prend de l'ampleur parce qu'il falsifie, des fois désoriente les débats sur l'immigration. Et personnellement, je me dis il est important de mettre cette question sur la table, surtout quand on se voit, nous qu'on se définit de gauche, et parce que l'immigration n'a pas encore commencé. On dit dans les années à venir, la sécheresse en Afrique, tout ça, ça va être par 1000. Donc la crise migratoire n'a pas encore commencé. Faisons un effort à gauche d'en parler, que ça ne soit pas une question taboue. Comment vous expliquez que ce soit une question taboue? Comment on explique que ce soit une question taboue? Parce que des fois, la société, j'ai du mal à répondre à la question, mais elle est devenue taboue du fait qu'aujourd'hui, quand on dit, quand on vient en parler, peut-être qu'on n'a pas des bons mots, des bons vocabulaires appropriés pour ne pas donner l'impression d'être contre l'autre, l'étranger. Pourtant, on peut en parler, on peut cadrer les débats en mettant des beaux vocables sur la table et essayer d'apporter des solutions, non pas face à la crise migratoire qui n'a pas encore commencé, mais prévenir la crise migratoire qui va commencer, je vous rappelle, si on ne fait pas attention sur... Merci beaucoup. Alors, j'ai vu madame qui a le micro, et après, il y a messieurs. Excusez-moi. Donc, c'est moi ou non? Il y a une dame derrière vous, et après, ce sera vous. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai été très touchée aussi par le fait que... malgré le désappointement, la déception, l'amertume qu'on ressent dans les témoignages, il y avait une fierté, du modèle français, même parmi les gens qui se sentent lésés. Et ça m'a vraiment énormément touchée, ça m'a émue. Et je pense que justement, ce qui n'est pas entendu des politiques en général, c'est cette attente, cet espoir qui, pour l'instant, reste non nourri, alors que la fierté, elle est là. Et je voudrais mettre ça en relation avec le problème éducatif, et parce que effectivement, j'ai été touchée par ce que vous venez de dire, étant enseignante moi-même. Le fait qu'il y ait des jeunes qui parlent avec tellement de facilité aussi, avec une telle clarté de vue dans leurs propos, moi ça m'a bouleversée parce que je me souviens de mes élèves qui voulaient faire la marche pour le climat le vendredi en particulier et qui me demandaient l'autorisation, mais je leur disais mais c'est pas à moi de vous donner l'autorisation, allez-y, oui, je préfère que vous loupiez mon cours et que vous alliez marcher pour le climat bien sûr, mais c'est votre conviction, c'est vous, c'est l'avenir, c'est vous qui êtes dans l'avenir, et cet espoir justement, les jeunes peuvent le porter. Mais le problème, c'est que si l'éducation, elle, reste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire si elle reste campée sur des réformes qui sont piètres, scandaleuses et révoltantes, telles que c'est la réforme qu'on a en ce moment au lycée, eh bien, on va arriver à une France à 2 vitesses. C'est déjà une France à 2 vitesses, où il y a tellement d'injustice entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Eh bien, avec la réforme qu'on a, on arrive à une France de jeunes qui vont devenir adultes avec une injustice. Mais vous dites à l'instant la réforme qu'on a, mais dans le film, on entend justement un lycéen qui dit « mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas Macron, c'est Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac et même Mitterrand, il fait la liste ». Oui. Donc c'est pas juste la réforme d'aujourd'hui. Comment vous expliquez cette constance? C'est vrai, il a raison. Mais malheureusement, moi j'ai plus de 30 ans de carrière derrière moi, et il y a une déshérence de l'éducation.
Il y a vraiment une déshérence, de moins en moins de postes, des classes qui ferment, des programmes qui n'en sont plus. On lutte avec le temps pour essayer d'inculquer un peu de culture à nos élèves. Voilà. Et on est tout le temps en train de changer. Donc forcément, nous les professeurs, on n'a pas le temps de digérer les réformes. Et en face de nous, on a des jeunes qui ont soif, qui ont vraiment soif de ce qu'on a à leur donner. Et qui vont souffrir, hein, parce que les élites vont grimper, et puis voilà. Madame ? Oui, donc moi je m'appelle Florence, je suis aussi professeure. Il y a une chose qui m'a marquée dans le film, c'est la jeune fille qui parlait de mixité, le problème de la mixité. Alors c'est vrai que déjà, rien quand on regarde notre assemblée, on est quand même très très blanc hein, ensemble, c'est pas très mixte, hein, c'est vrai, moins qu'on puisse dire. Moi ce qui me frappe en tant que professeur, c'est que de très nombreux professeurs qui se disent plus ou moins de gauche, dans mon lycée, ils vont jamais dire bonjour aux femmes de ménage, ni aux ouvriers. Ils ne les voient tout simplement pas. Regardez la fin d'Arsène Lupin, là, enfin, je ne vais pas spoiler, mais comment il s'en sort Arsène Lupin, voilà. Mais voilà, bah, il s'habille soit en serveur, soit en pompier, quoi, voilà. Non, mais je veux dire, vous avez fini, c'est bon ? Voilà. Mais c'est très significatif. Il faut me prévenir. Hein. Voilà. Il s'habille comme quelqu'un de la classe populaire et du coup, plus personne ne le voit. Donc c'est quand même assez fort. Et on a un vrai problème par rapport à ça. On est de plus en plus une société où les gens se côtoient sans se voir. Et l'autre problème, en effet, c'est la violence. C'est sûr que nos jeunes ont quand même réagi il y a 2 ans au moment de la réforme Blanquer. Et que moi, en tant que maman, j'ai mon fils de 16 ans qui allait manifester. Ils se sont fait gazer sur l'autoroute. Les gendarmes les ont chargés. Enfin, ça a été d'une violence telle que j'en suis venue à lui dire mais n'y va plus, alors que fondamentalement je voulais qu'il aille, mais j'avais pas envie de le retrouver avec un œil crevé, quoi. Donc ça c'est terrible, on n'avait jamais vu une telle violence dans des manifs contre des jeunes, c'était juste ahurissant, quoi. Monsieur, alors après il y a madame et il y a une demande, je ne sais pas si le micro peut aller... Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Adrien, je suis étudiant et surveillant en collège. Et donc, madame, je partage le constat sur la mixité. Je suis surveillant dans un collège à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Et effectivement, voilà, très peu de mixité et que ça fait du mal. Sur le documentaire qu'on a vu, quelque chose qui m'a... Donc, évidemment, sur le modèle social français, je pense qu'il faut être... C'est bien d'être content de notre modèle social, mais faire attention, d'être prudent avec au chauvinisme qu'il implique, au fait d'assimiler ça, le modèle social, à juste la France. Et je pense que ça empêche d'avoir conscience que c'est le résultat de politique avant tout et qu'il faut se réintéresser à la politique. De la même manière, la dame qui a parlé des immigrés qui étaient reconnaissants à la France, typiquement ça peut me déranger, puisque la France c'est plein d'autres choses. C'est du bon et c'est aussi du beaucoup moins bon. Et je pense qu'il faut recentrer, se dire que le modèle social, c'est relatif à des hommes, à des hommes et des femmes politiques, et que ça reste des idées qui sont à défendre encore aujourd'hui. Pardon, une autre sur la démocratie, donc sur toute la réflexion sur la démocratie, j'ai été marqué par le jeune homme qui parlait du référendum d'initiative citoyenne et du fait que effectivement, souvent, beaucoup d'hommes politiques, dans certaines classes, disent que les gens risquent de mal voter. La solution proposée quand on pense que les gens vont mal voter, c'est non pas d'essayer de faire en sorte de développer leur esprit critique à travers l'école, par exemple. Ça va être de ne pas les faire voter, de raréfier les rendez-vous, de les mettre à 5 ans d'intervalle, de raréfier le plus possible cette intervention. Et je pense que là, il y a une grosse réflexion à mener sur notamment l'école, sur s'interroger sur le fait que les enfants sont formés, les premières communautés dans lesquelles ils sont amenés à vivre ensemble, c'est dans l'école, c'est dans les classes, c'est dans les établissements scolaires. Et en ce sens-là, comment leur donner le goût des prises de décision collectives, de la politique. Donc, c'est-à-dire que s'ils sont confrontés à un modèle où c'est l'individualisme, la compétition individuelle qui est mise en valeur, où c'est l'autorité de l'enseignant. Je veux dire, madame, j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le fait que
C'était touchant. Les élèves qui viennent vous demander, on veut aller manifester, on va s'adresser aux professeurs et qu'il faut leur inculquer ces notions d'autogestion. Et vous avez l'impression que c'est les habitants, les citoyens, le peuple qui s'autogèrent pas assez, ou c'est les élus et les élites qui leur font pas assez de place? C'est tellement de choses. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut reprocher à des gens, ce que je suis en train de dire, c'est qu'est-ce qu'on peut reprocher à des gens de ne pas s'autogérer quand ils n'ont pas un climat qui pourrait le permettre. Quand on parlait des réformes de l'école, des réformes du bac au lycée, mais qui durent depuis longtemps, sur l'institution scolaire telle qu'elle est maintenant, est-ce qu'elle permet à nos jeunes de grandir dans un esprit qui leur permet de se dire bon, on peut s'autoriser, on a une parole légitime à apporter. Et un dernier élément aussi sur ce qu'on a vu, c'est je pense qu'on valorise pas assez on valorise trop l'échelle nationale au détriment de l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on parle d'un grand débat national, on ne parle pas de débats plus locaux. Sur l'abstention, on a 30% de participation aux élections régionales. À la présidentielle, même si ça baisse, c'est toujours là qu'il y a le plus gros taux de participation et j'y vois un paradoxe et je pense qu'il faut aussi réfléchir là-dessus. Merci. Elsa Faucillon, vous êtes députée des Hauts-de-Seine. Je vous demande peut-être de vous lever, peut-être quelques mots de réaction à ce qu'on vient d'entendre, à la fois dans ce que nous avaient dit les Français il y a 2 ans et dans le débat qui s'amorce ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Donc Elsa Faucillon, députée communiste de Gennevilliers, Colombes et Villeneuve-la-Garenne, puisque j'ai le sentiment que les Hauts-de-Seine, pour ceux qui peut-être en sont éloignés, c'est plutôt Neuilly et Courbevoie, donc c'était important de le préciser. J'ai entendu beaucoup de choses à la fois sur l'écran et ici dans la salle. Je ne voudrais pas qu'on passe à côté quand même de l'interpellation à la fois du titre qui est donné au débat et de l'interpellation de Christian Paul au début, qui dit comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans pour pouvoir aussi se projeter dans les années à venir. Et je crois que c'est un travail, alors j'entends les élus au sens très large, mais les hautes élites, on pourrait y revenir de manière peut-être plus précise, mais en tout cas là où je me situe, c'est-à-dire à gauche, et si je dois préciser peut-être la gauche de transformation sociale, je crois quand même que c'est important qu'on ne passe pas à côté de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes et qu'on essaye de dire comment à ce moment-là, en tant qu'élue, en tant que militante de gauche, j'ai perçu les choses et comment globalement nous avons perçu les choses. D'abord, je le dis sur les écrans, j'ai vu personne se revendiquer du mouvement des Gilets jaunes. C'est important de les entendre et de continuer à les entendre. Ils étaient entre 1 à 3 millions. Un peu plus nombreux si on prend en compte celles et ceux qui sont venus leur apporter des vivres, du soutien sur les ronds-points. Il faut dire aussi que, à certains moments du mouvement, 70% de la population française les soutenait. Il faut dire aussi que le consensus au sein du mouvement des Gilets jaunes s'est créé sur les questions sociales. D'ailleurs, on voit que les questions liées plutôt à l'immigration viennent très tard et très furtivement dans le documentaire. Il faut dire peut-être qu'au sein du mouvement des Gilets jaunes, quand il a tenté de se constituer, les questions liées à la laïcité, à l'immigration, à la sécurité, sont venus parfois, d'ailleurs sous des formes réactionnaires, mais qu'à chaque fois, pour créer du consensus, ce sont bien sur les questions sociales que le consensus s'est construit. Donc c'est sur les questions sociales qu'ils ont décidé d'avancer ensemble. Ça doit nous interpeller. L'autre chose, parce que je ne veux pas être trop longue, c'est qu'on a entendu beaucoup de responsables politiques, et je vais me mettre dedans, et de responsables syndicaux dire « c'est quand même fou parce que dans les revendications qu'ils portent, ça fait des années qu'on le dit ». Et en s'offusquant de ça, en disant c'est fou parce que on le dit nous qu'il faut augmenter le SMIC, on le dit que les patrons il faut qu'ils fassent ci, etc. On le dit qu'il faut partager les savoirs, les pouvoirs, on le dit qu'il faut plus de démocratie, etc. Et pourtant, ça a échappé globalement, eh bien, à la fois aux négociations salariales traditionnelles, puisque là on avait un petit salariat dans des toutes petites et moyennes entreprises, qui a détourné complètement ces négociations-là. D'ailleurs, en disant, nous, nos patrons, on sait qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ce qu'on veut, c'est aller négocier l'augmentation du SMIC, des minima sociaux. Et ça, c'est vers l'État qu'on va aller le faire. C'est pas habituel. Enfin, moi, je suis une enfant de la CGT et du Parti communiste. Hein. Donc, je vais vous dire, pour moi, ça a été à la fois une claque et un crash test.
Parce que quand ils sont arrivés, je me souviens d'une discussion du groupe parlementaire communiste, c'est est-ce qu'on va à la marche du 17 novembre? Ben, on a un peu tiqué, enfin je vais le dire comme ça, hein, le premier a priori c'est on va pas aller manifester avec les fachos. C'est comme ça que ça s'est présenté. Et je le dis, je pense, même si j'ai pas la mémoire précise, je pense en avoir fait partie. En me disant, ça sort tellement des radars que je connais pas, et donc je crains. Et juste pour terminer, parce que peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis ça permet peut-être de recadrer un tout petit peu sur Gilets jaunes. Un mois après le début, j'ai fait dans ma circonscription à Gennevilliers un débat avec des jeunes, qu'avec des jeunes. Donc Gennevilliers, quartier très populaire, et on a discuté des Gilets jaunes. Je les avais invités à discuter des Gilets jaunes. Et je voulais voir si ça leur parlait, ce qu'ils en disaient, parce que je les entendais beaucoup en parler. Et moi, j'avais le sentiment que ça allait pas trop leur parler parce qu'ils leur ressemblaient pas. Voilà, j'avais cet a priori-là. Et en fait, ils m'ont dit, non, vous, la gauche, vous êtes quand même largement passé à côté des révoltes des banlieues, vous nous avez quand même pas du tout entendus. Si eux, ils peuvent porter la voix qu'on a tenté de faire passer depuis des années, on est prêt à prendre. Donc je trouve qu'il ne faut pas passer à côté de la question qui nous a été posée précisément à ce moment-là par celles et ceux qui se sont mobilisés. Merci. Fabien Bazin, vous êtes le tout nouveau président du conseil départemental de la Nièvre. Je crois que ça se fait. Je crois que ça de se leur fait faute, d'applaudir. je suis pour rien. Même question peut-être. Quand vous entendez, parce que ce que vient de dire Elsa Faution sur le fait que finalement il y a une interpellation visiblement assez massive du pays sur des sujets plutôt de gauche, plutôt d'un ADN de gauche, et que la gauche passe complètement à côté, et que 2 ans après, on a tous l'impression que le pays est de droite. Alors comment ça se fait? Et peut-être que par rapport à ce que vous entendez dans le film, ce que vous voyez dans le débat là ce soir, comment vous réagissez à tout ça? D'abord, je suis content, parce que j'aime bien entendre les gens, et qu'on ne les a pas entendus, ou pas beaucoup, pendant la campagne des élections départementales et régionales, qui était une campagne confinée. C'est terrible pour les citoyens, c'est encore plus terrible pour les candidats d'une certaine manière. Et on voit bien qu'on a un travail d'écoute permanente à réapprendre, à la fois du côté des élus, évidemment, qui ont tendance parfois, on l'a dit, ça a été dit je crois dans le film, plus le temps passe, on s'installe dans un certain nombre de certitudes. On va dire qu'on fait des projets de territoire où on réunit les habitants, et puis ça se termine souvent sur un coin de table à 2 ou 3, et puis on a dit qu'on a écrit la messe, quoi. Et puis probablement aussi le fait que écouter c'est bien, être en capacité d'associer de manière permanente tous les gens intelligents qu'il y a sur cette planète, ça vaut sûrement pour le monde entier cette histoire, c'est forcément mieux. Et moi je crois vraiment à ça, parce que je pense qu'on a des défis aujourd'hui à relever qui sont considérables. Si je prends un seul exemple, le défi du grand âge, c'est la première fois, je le disais dans l'atelier tout à l'heure, que 4 ou 5 générations cohabitent dans ce pays, dans le monde même. Est-ce que l'État, est-ce que les politiques tout seuls sont capables de s'en sortir? Moi j'ai la conviction que non. C'est-à-dire que si les citoyens ne s'en mêlent pas, si on ne construit pas ensemble quelque chose, on appelait ça nous la maison de retraite du futur, on ne peut plus parler d'EHPAD, il faut arrêter avec ça, on sait que c'est pas parce qu'on mettra, on dit 1 pour 1 dans le langage techno, c'est une personne soignante pour une personne résidente. C'est même pas la solution. Il faut qu'on fasse de ces maisons de retraite des lieux de vie, des lieux où on a envie de se rencontrer, des lieux où on tient le conseil d'école, des lieux où on fait des réunions d'associations, des lieux où on fait des vides-greniers. Et c'est la même chose pour en fait tout un tas d'institutions publiques. Moi j'ai la conviction forte, on va essayer de le faire avec les habitants dans la Nièvre, en discutant d'abord avec eux, qu'on ne sortira de la crise des Gilets jaunes, de ces moments un peu paroxystiques, qu'en se rassemblant et en redonnant une vraie place aux citoyens. Je ne dis pas, ce n'est pas des mots. Mais comment vous expliquez que ça se fasse aussi peu? Moi, je pense que tout le monde a un peu peur. Je pense aussi que le monde est compliqué. Je pense que le monde est de plus en plus compliqué, il faut se le dire aussi. Tout le monde a accès aujourd'hui plus ou moins à l'information, à une certaine information. On voit bien que les modèles
d'appropriation d'un certain nombre de sujets se partagent de plus en plus, que chacun... c'est même plus pire que ça. D'un côté, on a une information qui explose, et d'un autre côté, on le disait, je crois, il n'y a plus les places de village où on se rencontre pour en délibérer ensemble. Donc il faut les réinventer. Je pense qu'on en a la capacité. Je suis plutôt optimiste, en fait, parce que tout ce qui a été dit ici, pardon, j'ai un petit problème de dents, vous m'excuserez, et tout ce qui a été dit dans le film, c'est au fond une envie d'agir, une envie de participer. C'est pas un tir au pigeon sur un certain nombre de responsables ou le fait de se dire c'est foutu, nos futurs, etc. On est plutôt, de mon point de vue, dans un moment, après il ne faut pas le louper, et la crise du Covid peut nous y aider, où on est en capacité de faire ensemble, et pour peu que chacun le fasse à sa place, c'est-à-dire de manière très, très égale, et pas de haut en bas, pardon, mais vraiment en partant du besoin des gens. Merci beaucoup. Alors, vous aviez demandé la parole, madame, et puis, alors, il y a monsieur, allez-y. Oui, moi je voudrais profiter d'un moment où on est quand même censé se parler à l'intérieur de la gauche, puisqu'on refonde, pour poser quelques questions qui fâchent. Et en particulier revenir un petit peu à partir de ce que disait Elsa Fossillon sur le titre, pour rappeler quand même que les Gilets jaunes, ce n'est pas des gens chez eux qui parlent d'un mouvement. C'est des gens qui inventent ce qu'on appelle en sociologie un répertoire d'action, c'est-à-dire des manières de faire de la politique qui ont particulièrement bousculé, y compris à l'intérieur de la gauche. Et ces manières de faire de la politique sont passées pour beaucoup d'entre eux par la violence. Alors par la violence notamment du slogan, par la violence révolutionnaire, par le réveil de slogans révolutionnaires, par le réveil de slogans historiques. Hein, c'est quand même, moi qui suis historienne, c'est quand même l'un des rares moments dans l'histoire où on a vu ressurgir la Révolution française, la Commune de Paris, etc. Et puis par des dégradations matérielles qui ont touché des lieux symboliques, des boutiques de luxe, des banques, c'est-à-dire des manières de faire de la politique, pardonnez-moi, mais qui ont aussi été des manières de dire aux politiques que désormais, il fallait peut-être faire de la politique autrement. Alors, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait, encore que ça se discute, on peut en discuter, descendre dans la rue et appeler à la révolution, mais en tout cas, c'était aussi une manière de dire on est à bout. On est à bout et nous avons des manières de faire savoir que nous sommes à bout. Et nous avons des manières de dire la politique, de faire de la politique et de penser la politique qui ne sont pas celles justement des logiques électorales dans lesquelles nous sommes peut-être un petit peu trop enfermés. Ces manières, cette violence qu'on a vu par exemple surgir il y a très peu de temps au moment du coup de attaque contre la Samaritaine, hein, ces violences ont suscité des réactions à l'intérieur de la gauche, très timoré, uniquement dans la condamnation, et je dirais vraiment assez, pardonnez-moi, mais honteuse pour quelqu'un qui défend, en tout cas pour des mouvements qui défendent des questions sociales. Merci. Madame ? Oui, pour reprendre sur le documentaire qu'on a vu, moi les deux choses qui m'ont marqué, la première c'était que les personnes qui exprimaient le moins de confiance dans le système politique et le système de vote et le pouvoir des élus, c'était finalement les personnes, quand on voyait leur métier qui était écrit en dessous, qui avaient des métiers, on va dire, très bas dans l'échelle sociale, et que les rares personnes qui exprimaient un peu plus de confiance, c'était les chefs d'entreprise, etc. C'était pas systématique, mais il y avait quand même une tendance que j'ai remarquée. Et la deuxième chose qui m'a touchée dans ce documentaire, c'est que les personnes qu'on a entendues, c'était justement des personnes qui sont issues de classes sociales qui sont plutôt basses et qu'on n'entend jamais. Et moi, je me suis dit, ah, c'est marrant, ces personnes, elles parlent vachement bien, elles ont des idées hyper construites. Et c'est des gens qu'on n'entend jamais, à part quand ils vont gueuler dans la rue et qu'ils vont brûler des pneus sur des ronds-points pour se faire entendre. Et du coup, c'est hyper rare et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir les entendre cette fois-là. Juste, comment vous expliquez qu'on les entende aussi peu et qu'est-ce qu'ils apportent quand on les entend ? Ben moi, je trouve que c'est assez révélateur en fait de la considération que le monde politique a pour les personnes qui sont le plus éloignées d'elles finalement, parce que souvent, malgré tout, il y a quand même une élite qui se crée quand on a du pouvoir, même si on vient loin du pouvoir, quand on accède au pouvoir, on s'enferme dans ça.
Et donc en fait, si on oublie un peu la racine de la vocation politique, bah, forcément on s'éloigne des sujets. Et juste pour revenir sur le sujet des Gilets jaunes, moi je sais que j'ai été à aucune manifestation des Gilets jaunes, j'étais toute ratée. Mais j'ai été marquée par une conférence qui avait lieu à Paris sur la colère féministe et où des femmes gilets jaunes sont intervenues un samedi pendant qu'il y avait des manifs, etc. dans Paris. Et que c'est vraiment là où j'ai compris l'importance de la liaison entre, par exemple, le féminisme, l'anticapitalisme, l'antiracisme. Et c'est grâce à elles, grâce à ce qu'elles disaient de leur vécu de femmes précaires, de femmes racisées, de femmes qui sont dans la rue, que j'ai vraiment compris la liaison en fait, entre tout ça. Et je pense que ce genre de choses, ça doit être un peu notre boussole politique, c'est d'aller toujours chercher les personnes les plus précaires, les personnes qui sont les plus exclues du discours et les plus exclues de la prise de parole. C'est ces personnes-là qu'il faut aller écouter en premier pour orienter la politique. Et derrière ça, en fait, c'est vraiment ce qui nous permettra, si on répond à leurs problèmes, on va niveler par le haut derrière le reste des problématiques de société, en fait. Merci beaucoup. Alors, il y a monsieur qui demande la parole depuis longtemps et deux monsieur au fond. Et puis, on s'acheminera doucement vers la conclusion de ce débat que je laisserai à Laurent Baumel et Sophie Taillé-Polian. Oui, moi, c'est juste une remarque parce que donc, je suis étudiant actuellement et on a pu le voir aux dernières élections régionales, les jeunes se sont massivement abstenus. Alors, quand je dis massivement, c'est 9 jeunes sur 10. C'est pas... je veux dire, le taux d'abstention de 6 Français sur 10 en moyenne, c'est rien comparé à 9 jeunes sur 10. Et aujourd'hui, ça exprime quelque chose. Et ce taux d'abstention massive, il complète la séquence des Gilets jaunes. C'est la même séquence de désarroi de la politique, de désarroi de la façon de faire de la politique. Et on le voit, on est à 1 an de la présidentielle. Combien de candidats de gauche se sont déclarés à la présidentielle sans même, pour certains et certaines, avoir une chance de passer la barre des 10%. C'est-à-dire que c'est uniquement, on va à la boucherie. Et on va à la boucherie, pas dans un contexte où c'est le monde des bisounours. On va dans un contexte très difficile, où il y a une urgence sociale, une urgence climatique, et surtout une colère qui gronde, mais avec une violence dont on a, je pense, à peine vu le début, avec les Gilets jaunes, avec tout ce qu'il y a pu avoir comme dégradation. Et aujourd'hui, il faut apporter une réponse. Ça passe par peut-être une nouvelle façon de faire la politique. Aujourd'hui, pour les personnes qui ne sont pas engagées en politique, il y a toujours ce truc de dire oui, mais ça paraît loin. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut qu'on invite ces personnes à venir faire de la politique. Si aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec l'orientation d'un parti, eh ben, qu'on est proche, hein, je veux dire, pas qu'on est éloigné. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec l'orientation des Républicains, je ne vais pas m'encarter aux Républicains pour changer l'orientation du parti. Je veux dire, il n'y a aucun espoir. Mais quand on est proche d'un parti politique, mais quand on veut décaler, autant s'encarter massivement. Si des millions de personnes vont s'encarter dans un parti pour en changer dans l'intérieur l'orientation, on a beaucoup de partis avec des fonctionnements plus ou moins démocratiques, mais qui donnent la voix aux militantes et aux militants. Qu'est-ce qui pourrait convaincre un parti d'accueillir ces millions de personnes? Et pourquoi un parti n'accueillerait pas ces millions de personnes? Je veux dire, on ne peut pas être un parti qui se veut démocrate et dire non mais on ne va pas faire rentrer des millions de personnes parce que nous vous comprenez, on risque de perdre nos places. Ça ne serait pas cohérent. Je veux dire, quand on fait de la politique, on fait de la politique au service des autres, pour protéger, pour aider les autres. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et je pense qu'il y a vraiment une façon de faire la politique qu'il faut complètement repenser quand on voit les taux d'abstention aujourd'hui. C'est un révélateur à la fois des urgences qui ne sont pas d'urgence au pluriel, qui ne sont pas prises en compte, mais c'est aussi un révélateur d'un manque de démocratie, que ce soit au sein de nos institutions, mais aussi au sein de nos partis politiques, qui ne prennent pas assez notamment en compte les corps intermédiaires dans leurs réflexions. Merci beaucoup. Alors, il y a monsieur au fond et monsieur devant, et puis... Alors, on va essayer de boucler ensemble. Donc, allez-y, monsieur. Moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'on a vu dans les témoignages, c'est qu'il y avait quand même 2 sentiments qui revenaient beaucoup, je trouvais. Le premier, c'était le sentiment de déclassement. Ça peut être le déclassement de soi socialement, le sentiment de déclassement territorial entre un centre urbain et ses périphéries, un déclassement parfois de proches, en tout cas ce sentiment de déclassement qui est très présent. Et en parallèle de ce sentiment de déclassement, le sentiment qu'on allait vers un certain nombre de murs, quelque part,
et que avec le déclassement qui était en cours, on n'avait pas les moyens de les affronter, ces murs-là. Ces murs, ils portaient, selon les différentes personnes, le nom de changement climatique, le nom de concurrence économique, le nom de accroissement des inégalités. Et en fait, j'ai l'impression que le sentiment qui dominait ces deux sentiments, c'est de se dire, non seulement on est en perte de vitesse, mais en plus on a des icebergs en face de nous, et on a l'impression que les capitaines, quelque part les élites, ne voient pas ces icebergs. Et face à ça, j'ai l'impression que les gens se sont dit, on est dans le Titanic, on ne sent pas forcément la légitimité d'être capitaine nous, par contre on ne va pas se laisser conduire aux icebergs sans rien faire. Et je pense que c'est ça aussi ce qui ressort de ces témoignages-là, c'est l'idée de se dire qu'ils n'ont pas forcément la solution pour éviter l'iceberg, ou ils ne sentent pas forcément le pouvoir pour éviter l'iceberg, ils le disent eux-mêmes, le vote, on n'a pas l'impression que ça sert. Par contre, ils savent qu'il y a un iceberg, une série d'icebergs, et qu'on va se les manger si on continue de se déclasser. Mais qu'est-ce qui pourrait leur donner un minimum d'espoir? C'est compliqué. Je pense que si quelqu'un avait la solution, elle serait déjà employée par la moitié des partis politiques de France et de Navarre. Je pense que ce que les gens ont besoin de comprendre, c'est que... mais c'est à la fois aux partis politiques de faire l'effort et aux gens de faire un pas. Je pense qu'il y a un pas à faire de chaque côté, de comprendre qu'en fait on peut reprendre le pouvoir, une partie du pouvoir, que tout le monde peut forcément être capitaine, mais que chacun peut faire quelque chose dans le navire pour éviter les icebergs et qu'on aille tous ensemble dans la bonne direction. Merci. Alors monsieur, et puis après je passe la parole à Laurent Baumel et Sophie Taillé-Polian pour Monsieur devant. Je suis désolé, il commence à être un peu tard, je vois beaucoup de gens qui sont en train de sortir. On va essayer de terminer ensemble et puis on pourra toujours continuer le débat au frais dans la cour du cloître. Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume, je viens de Mayotte, un département d'outre-mer. Je remercie déjà beaucoup ceux qui ont réalisé le film parce qu'il est vraiment exceptionnel, je trouve. Moi, la personne qui m'a le plus marqué, c'est comme vous, le serveur qui parlait du RIC et du fait qu'il fallait prendre le risque et se rappeler que les femmes avaient accédé au vote avec les mêmes critiques sur leur pseudo-incapacité à bien choisir. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Entre les Gilets jaunes et maintenant, on a eu une expérience démocratique innovante qui était la Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de replacer cette expérience dans le contexte de l'analyse des Gilets jaunes. En fait, on a eu avec cette Convention citoyenne une tentative, par un tirage au sort, de donner la parole à des citoyens avec du coup une représentation de toutes les catégories sociales. Et on voit ce qui est advenu de ces propositions. En fait, ces propositions se sont heurtées à un exécutif, se sont heurtées à un parlementarisme qui ferme globalement la porte à la voix des citoyens. Et en fait, quand on dit qu'il faut avoir confiance en l'élection, etc., en fait, moi je trouve que c'est très normal qu'aujourd'hui le peuple ne se sente pas écouté. On a eu en 2005 un référendum sur l'Europe dont on n'a pas tenu compte après du résultat. On a des votes aux élections présidentielles qui se font contre au lieu d'être pour. Et on atteint vraiment, je pense, une impasse. Et en fait, ce qui va être très difficile, c'est que pour sortir de cette impasse, il va falloir que des partis politiques, enfin en tout cas c'est mon intuition, acceptent de rendre du pouvoir aux citoyens. C'est ce qui est demandé par la plupart des personnes qui se sont exprimées dans le film. Et en fait, c'est très coûteux quand on a un pouvoir de se considérer moins légitime que d'autres pour en confier un morceau. Et en fait, pour moi, si on n'arrive pas à gauche à avoir un consensus qui serait, par exemple, d'avoir une chambre citoyenne à la place du Sénat. Désolé, je lance peut-être quelque chose de trop fort, mais en tout cas, le Sénat perd en crédibilité et les citoyens sont en demande d'écoute et du coup, j'espère qu'à gauche, on aura le courage de donner du pouvoir aux citoyens. Merci. Alors, Laurent Baumel, je vous laisse réagir à tout ce qu'on vient d'entendre et puis on passera la parole après à Sophie Taillé-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, pour le mot de conclusion. Laurent Baumel. Oui, merci. Moi, je vais dire comme tout le monde, je ne suis pas là pour conclure, mais comme tout le monde pour donner un ressenti sur le film et puis sur plus globalement le mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, et le film vraiment le confirme bien, ce mouvement, c'est le retour sur la scène publique, plutôt l'émergence, ou l'irruption sur la scène publique, sur la scène politique, finalement du corps central de la société française. C'est-à-dire ces millions de gens qui ont peut-être un travail, pour la plupart d'entre eux, mais qui ne vivent pas forcément bien de leur travail,
la problématique qui a été rappelée plusieurs fois, des fins de mois, des loyers, etc., qui bénéficient évidemment du modèle social français, ça a été rappelé aussi, la santé gratuite, l'éducation gratuite, mais qui ont en même temps le sentiment de ne pas en bénéficier comme ils le devraient, qui ont le sentiment, à tort ou à raison, que la pompe aspirante et refoulante de l'État social, des impôts et des dépenses ne leur profite pas réellement. Bon. Des gens qui portent des valeurs qui indiscutablement, ou des revendications et des valeurs qui indiscutablement font écho avec ce que la gauche porte, la défense des services publics, notamment dans les territoires, la défense aussi peut-être d'une certaine présence économique, des commerces de centre-ville, enfin voilà, d'un certain vivre ensemble, un certain nombre de valeurs de gens, qui parfois aussi, ça a été dit d'ailleurs hein, ce soir, portent des appréciations que la gauche ne partage pas spontanément sur l'immigration, sur le fait par exemple que les chômeurs sont responsables du chômage. Moi j'ai fait, quand j'étais député, beaucoup de débats chez les gens, avec les gens, et il n'y avait pas une seule réunion où je n'entendais pas ce discours-là, il faut bien le dire, venant aussi d'une partie des classes moyennes. Donc c'est perturbant, ça fait partie aussi des représentations qui existent aujourd'hui, et dont ce mouvement pouvait être à certains moments porteur. Mais voilà, c'est le corps central de la société française, qui est aussi inscrit dans des territoires. Je crois que demain, il y a une grande matinée un peu sur la question des territoires, et c'est évidemment une dimension importante de la nouvelle question sociologique française. Et donc, dans le fond, si je veux résumer la conclusion un peu opérationnelle que je pense que nous devons en tirer, en tout cas moi j'en ai tiré à l'époque, c'est que la question sociologique est de retour. Il y a encore 5 ans, 10 ans, lorsqu'on demandait finalement quelle est la définition de la gauche, on était sur des définitions de valeurs. La liberté, l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement la liberté, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'égalité, la fraternité, ça a été dit au début du débat. Mais on retrouve peut-être à travers ce débat des Gilets jaunes des intuitions fondatrices du mouvement de la gauche française qu'on a vocation à représenter des catégories sociales et à défendre les intérêts, les besoins de ces catégories sociales. Autrefois, à l'époque où le logiciel marxiste structurait l'ensemble de la pensée de gauche, on définissait les gens par leur position dans les rapports de production. Mais moi, ce que je ressens là, c'est le retour un peu de cette question. Voilà. Merci beaucoup. Sophie Taillé-Polian, est-ce que le débat de ce soir vous rend optimiste pour la suite du week-end? Oui, je crois que tout le monde est tellement optimiste là. Mais ça tombe bien parce qu'effectivement, moi, je voulais aussi justement à la fois dire ce qui m'avait un peu marqué dans ce débat, dans cet échange et dans le film qu'on a vu, sans prétendre à faire une quelconque conclusion, bien entendu. Et une des choses qui m'a marqué dans la lignée de ce qu'a dit Laurence Decoq d'ailleurs, c'est finalement l'enracinement dans l'histoire. Parce qu'on a beaucoup de choses qui ont été dites et qui rappellent l'histoire de la conquête démocratique dans notre pays. À des moments clés, il y a des mots clés qu'on a entendus. D'ailleurs, on a entendu aussi que la France, c'était un pays glorieux, qu'il y avait des valeurs, il y avait des conquêtes. Et finalement, c'est cette appétence pour le retour à une démocratie directe, quasiment dans la lignée sans culotte. C'est quasiment aussi ce qu'on observe aujourd'hui avec l'abstention, le retour d'une certaine forme de vote censitaire, hein, puisque ne vont plus voter que ceux qui se sentent inclus dans la société, qui se sentent écoutés, qui se sentent entendus. C'est plutôt les classes supérieures, effectivement. Et c'est, je crois, on a fêté cette année les 150 ans de la Commune, le retour d'une tension qu'on avait peut-être oubliée, mise entre parenthèses dans un moment historique un peu plus consensuel qui était les 30 Glorieuses, etc. C'est la République d'ordre contre la République sociale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, et ce qu'on observe, et certains l'ont dit quand ils ont parlé notamment de la jeunesse et de la répression féroce que subissent aujourd'hui les mouvements sociaux, les mouvements de la jeunesse, les mouvements aussi des personnes qui se battent pour garder leurs emplois et les violences policières, c'est cette tension entre République d'ordre et République sociale. Et moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est quand même, effectivement, ça a été dit, la fierté. La fierté de ce qu'est la France dans son modèle républicain, ça a été dit service public, ça a été dit aussi égalité, la question de l'impôt et de la façon dont les richesses étaient réparties. Et ce que j'ai entendu aussi à un moment, ça a été dit une fois, moi ça m'a marqué, j'ai noté tout de suite. Il y a quelqu'un qui a dit il faut un projet fédérateur.
Ce mot est cité, et je pense que c'est ça la clé en fait, un projet fédérateur. Un projet fédérateur qui soit pas seulement en défense d'un modèle qu'on sait glorieux, mais qu'on sait aussi menacé, un projet en positif, un projet fédérateur, et il y a plusieurs items qui sont sortis dans ce projet fédérateur. Il y avait la question de l'égalité, la question des impôts et donc de la justice, de la redistribution. Il y avait aussi, je crois, la question aussi écologique, environnementale qui est sortie. Et je crois que ça, c'est une nouveauté de notre époque. Et puis, il y avait surtout, je l'ai entendu plein de fois, la question de la jeunesse. Il n'y aura pas de projet fédérateur pour la gauche et les écologistes, pour les gauches et les écologistes. D'ailleurs, si on trouvait un mot commun, ce serait bien. Sans qu'on s'adresse véritablement très fortement à la jeunesse. Et sans qu'elle nous dise aussi ses besoins. Et sans qu'on lui fasse des propositions. Aujourd'hui, ce qu'on a vu quand même, ces 5 dernières années, c'est la mise en concurrence des jeunes via Parcoursup, c'est la fin du bac, c'est les violences policières. Et je crois que nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un projet fédérateur qui réarme la jeunesse, qui lui donne envie de se mobiliser, surtout qu'elle fait vraiment partie des gens qui n'y croient plus. Ils n'y ont-ils jamais cru, mais c'est eux qu'il faut aller chercher. Joli programme pour toute la journée de demain et de dimanche. Bonne nuit à tous. Écoutez, je vous présente